Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Pas mal de mouvements depuis la dernière fois qu'on s'était parlé. Évidemment, bon, j'ai fait un peu comme j'ai pu avec le temps qui était disponible. La période actuelle n'est pas la plus facile à gérer pour moi en ce moment. Mais on essaie de maintenir le minimum de travail. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire. En tout cas, on va mettre à jour par rapport à ce qui a été dit depuis la dernière fois. J'ai essayé de vous suivre pour la plupart sur Discord. Normalement, le travail a été pas trop mal fait. Bon, c'est jamais parfait, mais voilà. Donc aujourd'hui, on met à jour les scénarios intraday, intra-swing, puisque effectivement, en ce moment, malgré le fait que la plupart des gens s'enfermaient dans cette petite bulle court-termiste, il me semblait très dangereux d'en faire partie, surtout sur des états de maturité assez avancés dont on avait parlé. Après, le temps est une variable, et là, effectivement, le temps a été relativement long, mais ça a fini, malheureusement, par en tout cas, ce dont on semblait être le plus probable, c'est-à-dire, ça se casse la gueule. Donc on va voir un petit peu tout ça, jusqu'où on peut éventuellement se casser la gueule, quelles sont les perspectives, on va essayer de répondre à toutes ces questions, j'imagine que vous vous posez également. Alors, on passe tout de suite au contexte. Ok, donc les dernières news, ça tourne de toute façon toujours autour de ce sell-off sur les technologiques, savoir donc est-ce qu'on va s'arrêter sur un premier niveau de support qu'on va voir tout à l'heure, ou est-ce que c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. On va essayer de répondre à cette question de manière toujours ni oui ni non, parce que c'est impossible de le faire, c'est pas qu'on évite de répondre, c'est tout simplement parce que la réponse parfaite n'existe pas. Par contre, on va essayer donc de voir si certains éléments techniques récurrents peuvent orienter les probabilités plus dans un sens que dans l'autre, et je vous donnerai évidemment donc le sentiment que j'ai par rapport à ça. En tout cas, le principe est donc de déconstruire le raisonnement avant d'arriver à une orientation plus particulière dans un sens ou dans l'autre, l'exercice qu'on fait habituellement ici. Bref, pas de grande nouveauté. Par contre, ici, évidemment, c'est là que ça tape, hein. Bon, alors j'aime pas dire j'avais raison, mais voilà, donc le sentiment se prend une grosse branlée, et encore je pense qu'on peut rester poli. Donc à mon sens, à terme, retourner sous les 40. Maintenant, est-ce qu'on va faire ça en 4 jours dans cette folie furieuse ambulante de tout simplement dire il faut marquer des changements radicaux pour avoir l'impression derrière qu'après une chute brutale, oh, ça y est, on peut respirer et on peut remonter. Voilà, moi j'ai toujours ce sentiment qu'il va falloir au bout d'un moment qu'on arrête cette musique parce qu'elle est très dangereuse, et surtout que pour la smart money et l'investissement, on va dire un petit peu plus historique, c'est des conditions de marché qu'on considère comme vraiment débiles, et en général ça favorise pas un investissement sain et long terme. Donc il faut bien comprendre que ce que fait la smart money aujourd'hui, ça va être que des visions, ok bon j'ai pas trop d'avis, je suis pas trop emballé par ce type de marché, je vais pas non plus le bouder, mais quand je vais rentrer de façon très précautionneuse, et je vais avoir des gestions du risque très protectionnistes. Donc ça, effectivement, quand on veut relancer une économie, c'est pas le contexte le plus bandant. Donc encore une fois, bon, c'est la méthode Trump, hein, faire rentrer les particuliers, mais voilà, donc on va voir évidemment si le changement de politique qui se rapproche à grands pas va changer tout ça. En tout cas, donc pullback assez brutal sur le sentiment. On est toujours quand même dans quelque chose d'assez positif, mais effectivement, donc le retrait est assez brutal et ça se fait en 2 jours. C'est un peu ce que j'avais prévu. Voilà. Bon, hier la séance évidemment pas belle, gap baissier et on passe toute la journée à plat. Pas bandant du tout pour la poursuite aujourd'hui, surtout que là on sortait d'un week-end de 3 jours. Donc on se disait voilà. Bon, donc hier on se mouille pas, on maintient des gaps baissiers. Sur la partie cash, donc voilà. Alors, est-ce qu'on va rechercher ces gaps aujourd'hui, essayer de les combler partiellement avant de retomber? Est-ce qu'au contraire, hier c'est la séance de bottom? Moi je vois que les volumes sont pas excessifs hier, donc ça m'invite toujours à penser que moi tant que je vois pas du volume, je vois pas de smart money se positionner, donc j'ai pas l'intention d'imaginer que pour l'instant le bottom est fait. Maintenant, est-ce que pour autant il faut s'engouffrer à la vente sur des supports? On va essayer de répondre à cette question après sur la partie technique. Alors là, putain, il va falloir que je mette à jour. Bon, bref, enfin sur le... Ouais, là je comprends pas pourquoi ça n'a pas merdé. Bon, enfin bon, bref. Sur les autres indices, donc on voit cet effet d'aspiration qui se met en place tout doucement. Maintenant, là, ici, et du coup on le regardera sur les graphiques, c'est pas grave. Vous verrez que sur les autres actifs en soi, que ce soit l'Europe, l'Asie, c'est pas la fin du monde, donc il faut bien comprendre qu'encore une fois c'est quelque chose d'assez sectorisé sur les US. En même temps c'est eux qui avaient fait n'importe quoi, et on va pas se leurrer, c'est vraiment sectorisé sur les 10 valeurs débiles qu'on suivait, on savait qu'elles allaient se prendre une tatane, elles se la prennent. Maintenant, est-ce que ça va avoir un effet de contamination sur le reste du marché? Ça c'est une question à mon sens un petit peu mal traitée en ce moment, donc c'est celle à laquelle on va essayer de répondre. Enfin en tout cas pour moi c'est là que se situe le cœur de l'action. Ok, ici aussi ça merde, alors je sais pas pourquoi, il faut que j'aille voir, bon c'est pas grave, hein, j'aurais dû vérifier avant évidemment, ça...
Bon, côté obligataire, de toute façon, on fera un tour d'horizon. Là également, on a toujours ce gros problème sur la quantification de la courbe de taux, toujours cette question de que fait la Fed sur cette courbe de taux. On sait qu'elle veut y intervenir plus ou moins, en tout cas, elle a commencé à introduire la rhétorique. On n'a pas encore le détail de l'outil technique qui pourra être utilisé dans cette façon. Mais bon, voilà, les investisseurs sentent déjà que, bon, voilà, si on veut travailler, on va travailler sur la courbe extrême de la courbe de taux, en sachant que ça reste risqué puisque la Fed envisage déjà plus ou moins d'y intervenir. Donc on va faire attention à tout ça, mais on surveille les taux. Les taux ne sont pas non plus en phase de panique à bord, mais on note que les phases de repli qu'on avait vues depuis plusieurs semaines, qui étaient pour moi des signaux d'alerte pour les marchés actions, ah bah, j'avais raison, voilà, on se tape l'effet d'alerte maintenant. Les taux sont pas non plus en train de s'exploser à la hausse, mais on note qu'il y a quand même une légère défiance, mais elle reste quand même assez modérée, on est au milieu des ranges. Voilà, côté Forex, bon, bah, là, voilà, on peut pas faire mieux, hein, pour l'instant, petit rebond du dollar, mais attention, attention, ça reste quand même assez dû à ce sell-off, et sachant que ce soit sur l'ensemble des paires en dollars, on a quand même des tendances assez fortes qui se sont installées, on est déjà en train d'arriver sur certains niveaux de support. C'est pas le moment, encore une fois, de vous dire ça y est, le dollar skyrocket, etc. Hein, il y a quand même la planche à bifton qui tourne assez sévère aux US, donc voilà, il faut quand même faire attention aussi aux fondamentaux. Les tendances qui se sont initiées il y a plusieurs mois de ça sont quand même très puissantes, et c'est pas, voilà, il y a toujours pour moi cette dichotomie de gens qui choisissent leurs tendances. C'est plus de dire attendez, on se calme, si vous suivez certaines tendances, pourquoi vous n'en suivez pas d'autres? Voilà, donc si la stratégie c'est trend following, je vois pas comment on peut vendre l'euro dollar. Voilà, donc enfin vous faites comme vous voulez, mais pour moi c'est pas possible. Donc bref, on passe au graphique parce que du coup, bah, vu que là ça a merdé un peu sur la droite, il va falloir qu'on fasse un tour d'horizon un petit peu plus large. Ok, alors donc on va commencer ici parce qu'à mon avis c'est là qu'on a le plus de choses à se dire. Je mets mon petit outil de dessin. Donc voilà, toujours nous ce problème qu'on a vu pour moi, donc reprise Covid, hein, là c'est bien le Covid que j'ai marqué en point bas. On voit bien qu'à côté chinois c'est flat de chez flatissime depuis ce temps-là. C'est impressionnant, hein, c'est vraiment, voilà, donc la reprise économique européenne occidentale, on va dire, la reprise économique chinoise, malgré eux aussi des injections monétaires, etc. Hein. Donc eux, c'est flat, on va dire, bah, en attendant, flat égale pas baissier, hein, c'est déjà bien, mais pour eux, on va dire qu'il n'y a pas cet effet d'absorption haussière, genre il faut absolument utiliser cette crise comme un rebond économique à coup de grande impression monétaire. On voit par contre donc toujours les mêmes choses, les trois camps et les trois cas de figure, où pour moi donc derrière on note un DAX qui reste assez agressif dans son positionnement. On voit bien cette dichotomie, on va dire, en deux vagues ici, où là bah, c'est écrasement de la volatilité, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ici donc on voit donc une petite différence entre DAX et CAC, d'accord, c'est-à-dire la petite différence au sein de l'Europe. On privilégie quand même donc toujours les actifs plutôt refuges un peu moins risqués, et le DAX en ce sens-là propose quand même des opportunités plus intéressantes. Il y a aussi des opportunités agressives dans le DAX qui ont été mises en avant. Donc ici c'est assez difficile de voir le positionnement, j'ai plutôt l'impression que c'est la composition des indices ici qui les a fait soit monter soit baisser, mais on a eu des positionnements d'investisseurs en rotation sectorielle assez impressionnants. C'était très marrant à regarder d'ailleurs à l'intérieur de tout ça. On voit le Nikkei qui est flat depuis cette phase d'hésitation, donc ce turning point pour moi d'entrée dans l'été. Donc on a vraiment, on va dire globalement, le DAX est à peu près flat également, le CAC c'est flat, le Nikkei c'est flat, et on avait donc à côté de ça, depuis le mois de juin, cette folie furieuse sur 10 valeurs qui a tiré le Nasdaq n'importe où et qui en fait théoriquement a pris notre S&P 500 qui est toujours flat en soi, qui n'a toujours pas dépassé son sommet historique. Si on regarde le S&P 495 ou le S&P 490, si on lui retire simplement 10 valeurs, en fait le S&P 500 n'a pas fait de nouveau sommet historique. Donc en fait on avait vraiment cette bulle. Il n'y avait pas d'autre mot, hein. Pour moi c'était vraiment une bulle spéculative avec sa phase de paroxysme à la fin, dont on avait étudié à court terme toutes les structures. Évidemment on savait que là la rupture allait en tout cas se rapprocher, la rupture se met en place, et maintenant que la rupture s'est mise en place, tout le monde est en train de se dire où sont les pullbacks? Bon, moi je trouve ça complètement fou, encore une fois, pour moi c'est vraiment quelque chose qui vient de se terminer, et quand quelque chose comme ça se termine jamais très bien. Voilà, donc on a des effondrements, en tout cas des baisses de prix assez fortes, c'est catalysé, c'est débile, voilà, bon, moins 20 sur Tesla, est-ce que ça méritait de faire moins 20 sur une journée? Pas forcément, mais en attendant, est-ce que ça méritait d'empiler des séances haussières d'habile dans l'autre sens aussi? Non, voilà, donc là on fait attention, on a affaire à des valeurs qui se sont sérieusement écartées de leur valeur moyenne, donc bah, à ce stade-là, les replis sont brutaux. Maintenant ça marque les esprits, moins 20%, mais bon, voilà, enfin c'est toujours pareil, pour moi ça sert à vendre du papier, c'est débile, et c'est pas là qu'il faut réfléchir. Donc, pour moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça, c'est le début de quelque chose de plus gros, ou est-ce que tout simplement, ça s'arrête, mais ça reste en place?
Parce que j'ai pas l'impression que ça doit nécessairement se péter la gueule, puisque pour moi, le problème, il est là. Il est sur 10 valeurs, et ces 10 valeurs, elles peuvent se faire dérouiller, mais pourquoi est-ce qu'on aurait nécessairement un effet de contagion? C'est la question à laquelle on essaye de répondre aujourd'hui. Contagion possible, oui ou non? Est-ce qu'on va bloquer les reprises techniques haussières des différents indices? Donc par exemple, tout le monde se disant « Ah bah comme le S&P 500 a fait son sommet historique après le Nasdaq, bah le Dow Jones c'est le prochain. » Ah bah ceux qui ont joué ce jeu-là, je peux vous dire qu'ils vont me sentir passer à mon avis violent. Donc non, hein, échec pour l'instant sur le Dow Jones. Maintenant, voilà, il y a des gens qui se disent « Eh ben on va acheter les supports, etc. » Donc c'est la question qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'on paye les ranges maintenant pour une poursuite haussière ou non? C'est la grande question. Allez, on passe sur des graphiques un petit peu plus détaillés ici. On va commencer donc par refaire ce qu'on n'a pas pu voir sur la première émission. Très rapide, hein, là, juste en daily du coup. Situation économique sur le DAX, enfin situation graphique sur le DAX en daily, écoutez, voilà, pour moi effectivement on voit bien donc s'il ne passe plus rien depuis le mois de juin, on a vraiment la phase de reprise V-shape et on bloque où sur la fameuse zone, donc 90% de l'économie, c'est-à-dire que en soi ici pour moi on est en lien avec les fondamentaux, on a une reprise économique, on sait malheureusement qu'on va tourner avec ce régime de croisière ralenti pendant très longtemps, il est donc tout à fait logique que les prix se positionnent sur cette zone et pas au-dessus du sommet historique par anticipation ou etc. 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 Donc moi il me semble que le positionnement du DAX c'est pas totalement irrationnel. Maintenant est-ce que j'ai envie de suivre cette tendance qui a été imprimée pour moi uniquement par Wall Street? Non. Moi, il va de soi que ça m'intéresse plutôt ici de dire, ok, oui, je pense qu'on a le réarmement éventuel d'une tendance haussière, donc je resterai à la recherche d'achat sur les différents actifs actions tant que le contexte restera ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire c'est pas la merde non plus, c'est pas bien bandant, mais c'est pas, voilà. Donc je pense qu'il faut mélanger, il faut pas mélanger deux choses. Il faut pas mélanger le putain, il y a le coronavirus, il y a la récession, tout va s'éclater, parce qu'on compense ces pertes par des impressions monétaires. Et pour l'instant, ça tient et la bulle de crédit n'a pas explosé jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas de faillite tous les 4 matins, là, que je sache. Il y a beaucoup de faillites, c'est inquiétant, oui, mais pour l'instant, on va dire que globalement, ça tient. Et la rotation due aux crises et aux changements de cycle se met en place. On est bien en train de passer de certaines classes d'actifs à d'autres, et ça, c'est très important. Donc je pense que petit à petit, la machine se fait, mais qu'on a eu cette espèce d'effet d'emballement spéculatif qui a forcé un peu tout le monde à imaginer qu'on faisait l'achat de la prochaine décennie. En rachetant quoi? En rachetant les mêmes valeurs de merde que le cycle précédent, qui elles, pour le coup, ont déjà surpricé tous les gains futurs en priçant du 40 fois les bénéfices. Voilà. On price pas 40 fois les bénéfices dans une crise. Et 40 fois les bénéfices, c'est pas un prix attractif. Voilà. Donc il faut bien comprendre ce schéma qui, pour moi, est un peu fou furieux de dire on va racheter les mêmes alors qu'au contraire, on vient de terminer un cycle économique. En tout cas, c'est ce que les gens s'imaginent. Donc si on est au début d'un nouveau cycle économique, on va pas reprendre les mêmes. Voilà. Normalement, c'est le but d'un cycle économique. Il y a une rotation entre les participants créateurs de croissance. Bref. Donc voilà, pour moi, les rotations vont se mettre en place. Est-ce qu'elles vont se mettre en place sur cette zone compressée, on va dire, sous les sommets historiques, mais sans nécessairement retracer? Pour moi, les zones de demande sont là, hein, mais la question c'est, est-ce qu'on va rester à plat, voilà, et attendre que ces zones de demande nous recherchent pour y aller? Pour moi, c'est pas une possibilité qu'il faut écarter, mais dans ce sens-là, il me semble qu'il faut quand même marquer une cassure du canal de tendance. Donc je ne paierai pas ce canal de tendance, parce que je pense qu'on va le rabaisser, et qu'on va en fait se former en compression entre ce canal de tendance qui va s'orienter neutre baissier et ce canal de contexte haussier qui formera normalement à terme la structure de range dont je pense qu'on sortira par le haut, mais plutôt sur le premier trimestre de l'année prochaine, ou en tout cas peut-être en fin d'année, mais je pense qu'il faut en tous les cas passer l'élection américaine avant, et toute la volatilité qu'elle va créer sur les marchés par rapport aux tensions, et etc. Voilà, en tout cas c'est le postulat moi que j'ai actuellement. Pardon, une seconde, j'ai juste besoin de tousser. Bon, tant pis, vous l'aurez dans l'enregistrement. J'arrive pas à mettre en pause. Ok. Donc, on continue. Donc ça, c'est pour le DAX. On va pas faire le même point sur le CAC 40 puisque c'est pour moi le même sentiment. Le S&P 500, comme on l'a dit, ce nouveau sommet historique, mais théoriquement, on devrait toujours être là dans cette même zone de compression des 90%. Donc, j'ai pas l'impression que le S&P 500 soit complètement suracheté, etc., etc., etc. Par contre, voilà, pour moi, la question, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça, c'est un pullback? Et est-ce qu'on va payer celui-là de canal de tendance? D'accord? Alors là, qu'on soit bien d'accord, étant donné le machin et la maturité de la tendance, des contextes comme ça fera pas support. Donc pour moi, le Nasdaq, ça s'achète pas. Et on voit bien que les contextes ici sont en train d'attendre à moins 30%, qu'on représente généralement comme le niveau de panique de l'investissement.
Moi, je pense qu'on risque d'aller vers ces zones-là et même d'aller probablement plus bas sur le Nasdaq parce qu'évidemment, ce type de structure-là, quand elle commence à tomber, ça fait très mal. Donc là, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ça va jouer support. Moi, perso, je ne vendrais pas un support. Voilà. Mais j'ai pas du tout l'impression qu'on ait affaire à des rebonds réels, mais plutôt, voilà, plutôt ce genre de phase-là où on risque de passer des petits ranges matures à court terme, et en cas d'échec de ces ranges, c'est là où on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses, où on risque d'aller chercher très rapidement derrière des zones de moins 30. Voilà. Donc, voilà. Notez ces niveaux-là, pour moi, sur le Nasdaq, bon, déjà, tant qu'on va pas taper proche des moins 20%, en soi, ça reste pour l'instant que la potentialité d'un pullback. Donc, est-ce qu'il faut vendre maintenant sur des supports? Non. On est sur un premier niveau de support théorique, le FIBO 23%. C'est pas là qu'il faut se mettre très agressivement vendeur, en notant qu'on a quand même donc des canaux de tendance qui restent haussiers. Maintenant, si on se positionne sur ces unités de temps-là, c'est là où on se dit, ah ouais, bon, mais moi, je paye pas ce genre de canaux de tendance. Voilà. Je veux dire, dézoomer un peu, ce genre de canaux de tendance là fait n'importe comment précédé par une tendance baissière, c'est-à-dire fait tendance baissière, tendance haussière, nouveau sommet historique. Derrière, arrachage de la tendance en mode bulle débilos complet. Et là, maintenant, on voudrait payer les premiers supports. Non, voilà. Moi, à mon avis, la chose qu'il faut payer, c'est cette borne de volatilité. Maintenant, évidemment, elle va évoluer dans le temps. Donc là, le problème, c'est que je peux vraiment pas faire de prospective là-dessus parce que ça dépend de la façon dont on va traiter dans les prochains jours. Mais je pense que c'est ça qu'il faudra payer. Donc, pour l'instant, à l'heure actuelle, pour moi, je vise plutôt vers la zone moins 30. En tout cas, je pense qu'on fera les moins 20. Maintenant, plus on passera de temps à ranger, plus cet objectif risque de se réduire. Mais il me semble que dans un premier temps, il faudra vraiment viser de la volatilité baissière parce que c'est le minimum qu'il va falloir faire. On a affaire à des structures très, très stupides, très momentum. Moi, face au momentum, je comprends bien qu'on n'a pas affaire à des tendances. Donc ici, il me semble qu'utiliser des canaux de tendance semble assez inapproprié. Donc je viserai minimum là pour des premières zones de gestion du risque et faire le point. Quand on aura atteint ces bornes de volatilité, si on les atteint, c'est là que je pense je ferai le jugement de est-ce qu'on a suffisamment corrigé, est-ce qu'il y a eu cet effet de contagion sur les autres actifs, des simples prises de profit, autrement dit est-ce que les investisseurs pour racheter vont demander des prix plus attractifs. Si je reviens ici sur le graphique précédent, entre guillemets pour moi cette stratégie revient à dire est-ce qu'on se maintient réellement dans cette zone et les rotations se mettent en place à l'intérieur des indices, c'est-à-dire tout simplement certaines valeurs qui ont des bénéfices ou des perspectives de croissance un peu plus limitées vont être un petit peu délaissées au profit d'autres valeurs. Et entre guillemets, est-ce que petit à petit, on commence à changer la composition eux-mêmes des indices soit par des fusions, acquisitions de très grosses boîtes, soit tout simplement parce qu'on sort certaines boîtes des indices pour en rentrer d'autres. Et voilà, et il est possible que cette rotation se mette en place pendant 1-2 trimestres et qu'à la fin de cette structure-là, il n'y ait jamais eu de consolidation. Mais pour moi, ça demandera beaucoup plus de temps que ce qu'on a connu actuellement, donc cet effet d'emballement me semble un peu dangereux dans le simple fait qu'il ne peut être conditionné qu'à une chose, la reprise technique haussière des technologiques. Si les technos commencent à continuer leur mouvement, et on voit que d'un point de vue logique, ces structures de bulles généralement causent des effondrements spéculatifs de l'ordre de 30 à 40% de baisse, donc on est encore même pas à la moitié. Et à ce stade-là, je vois déjà des gens sortir l'étiquette trend follow. Donc je trouve ça assez dangereux, encore une fois, de jouer du trend follow sur des valeurs qui sont complètement stratosphériquement mal pricées, et on est encore très loin de retrouver un semblant de valeur sur ces trucs-là. Donc, la stratégie technique qui consiste à dire c'est un pullback, je peux la comprendre, je la vois. Par contre, pour moi, les contextes ne s'y prêtent pas étant donné du fait qu'on a eu vraiment une bulle très sectorisée sur 10 valeurs. Donc, est-ce que ces 10 valeurs vont rebondir aujourd'hui ou est-ce que le Nasdaq va rebondir ? Moi, je reste assez dubitatif par rapport à ça. Vous connaissez mon postulat. Moi, j'ai couvert l'intégralité de mon exposition sur Tesla, c'est-à-dire j'ai vendu l'équivalent de ce que j'avais toujours en portefeuille. Je reste couvert jusqu'à nouvel ordre tant que je n'ai pas une structure graphique qui émerge. Je veux savoir si Tesla va cracher ou si elle va simplement chercher un bad range, ce qui me semble quand même le plus probable, mais pour l'instant, j'en sais rien, donc je couvre. Apple, je suis passé vendeur à découvert et je le resterai aussi longtemps qu'il le faut, tant que je ne suis pas invalidé et tant que cette valeur n'a pas perdu 60 à 80% de sa prix, je resterai vendeur de celle-là, même si ça doit probablement prendre 5 à 10 ans. Mais après, c'est mon postulat, et pour l'instant, je n'ai pas non plus une taille de position stratosphérique. C'est à peu près tout. Donc, pour l'instant, pour moi, surveillez tout ça. Surveillez encore une fois le positionnement de l'USD-Yen. C'est vraiment celui qui m'intéresse le plus en ce moment, parce que je pense que c'est lui qui définira on va dire la poursuite de cette danse, dans le sens où clairement ça pour moi c'est contagion du risque, c'est-à-dire vraiment les investisseurs du reste du monde comprennent que la fête est un peu finie, même si on va pas aller très très loin en termes de retracement, encore une fois.
et qu'on reviendra, je pense, assez rapidement sur cette zone cluster des 90%, il me semble que dans ce cas-là, dans un effet de contagion, le yen se dirigera vers ses supports. Sa prochaine zone de traitement, c'est ici, et on voit que c'est l'ancien creux, c'est-à-dire que l'attaquant avec des creux descendants, avec des sommets descendants et des moyennes baissières, il y a de très fortes probabilités que tout ça, ça dérouille. Autrement dit, si on vient là, si on casse ça, on cassera ça, si on casse ça, on cassera ça, et on va en dessous, donc sous la zone descente sur l'USD Yen. Donc là, clairement, à ce stade-là, on aura une contagion, c'est évident. Donc, pour répondre à la question de l'effet contagion, pour moi, c'est l'USD Yen qu'il faut analyser. Il faut faire ici un choix. Moi, vous connaissez mon choix. Je fais le choix d'une contagion, oui, probablement assez catalysée, mais pas non plus hors de toute maîtrise. C'est-à-dire que je pense que l'USD Yen va se prendre une tatane, mais par contre, une fois arrivé sur les objectifs, il ne faudra pas être traîné du tout. Je vous en tiens pour rigueur, toujours, cette même analyse que je vous avais déjà faite dans le Discord, mais je vais la faire ici. Regardez les différentes attaques baissières de l'USD Yen depuis 3 ans. Que ce soit celle-ci, au 1er janvier 2019. Ceux qui étaient dans le Discord s'en souviennent, je vendais l'USD Yen et j'étais bien heureux d'avoir mis des take profit. Alors de mémoire, ils étaient par là, parce que celui qui n'a pas mis de take profit s'est réveillé le matin avec une énorme mèche basse. Et évidemment, la plupart de ses gains se sont envolés alors que son objectif a été atteint. Donc, voilà, on voyait la velléité de l'attaque baissière. Covid, bam, même chose, grosse dérouillée et ça remonte très vite. On voit bien que l'USD Yen, ça veut pas y aller, mais que ça y va quand même. Et c'est dans ces contextes-là où ça me semble très judicieux de comprendre ce type de momentum et de dire que c'est vraiment un aspect très catalysé, un engouffrement, un moment, un momentum dans lequel on s'imagine, ok, c'est bon, il y a contagion, c'est la fin du monde, les techs s'écroulent, donc les autres marchés vont s'écrouler. Ça dure quelques jours, les baisses sont assez sensibles, et puis en fait, ça s'arrête très vite. Donc, moi, je pense qu'on risque d'aller chercher des niveaux très bas sur l'USD Yen. Par contre, je pense qu'on y restera, mais clairement pas longtemps, voire même ça risque d'être flash, quoi. Donc, je vous dis juste ça comme ça, mais le flash crash me semble être une des possibilités qui permettrait d'effondrer littéralement les technos. Hein. Mais alors là, quand je parle d'effondrer, je parle de vraiment les dérouiller, mais un truc de malade. Ça dure très peu de temps. Ça touche donc effectivement les actifs corrélés. On risque de prendre quand même des grosses séances bien baissières sur les autres actifs boursiers et les autres indices. Mais en soi, flash égale rapide, égale en fait, sur des graphiques moyen terme, ça se voit à peine et on revient très vite chercher les zones de valeur. Donc ça, je vous le dis juste parce que c'est très difficile à expliquer, mais je sens ce genre de truc et je vous dis, voilà, je regarde par rapport à la façon dont ça a réagi dans l'histoire, je ne serais pas surpris qu'ici on ait vraiment un effondrement flash de l'USD Yen, et simplement en quelques jours derrière, on reprend le support des 101, des 100-101, évidemment derrière, grosse phase de détente du risque, et on pourra éventuellement là commencer à se reprojeter vers de la croissance. En tout cas, ici, des risques plus maîtrisés, donc des expositions acheteuses de la smart money un petit peu plus osées, et en tout cas, il me semble que ce sera nécessaire si on veut retourner dans un univers de pseudo-croissance dans les prochaines années. Voilà. Allez, sur ce, on passe à la conclusion. Si j'y arrive, voilà. Il faut que je m'y fasse à ces trucs-là. Donc, si je résume, faire attention, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez volatile qui peut se mettre en place, que ce sera très sectorisé sur les technos et que si on a vraiment un effet de contagion, il risque d'être très court terme et très épidermique dans le sens où ça va faire flipper tout le monde et ce sera probablement un pétard mouillé, mais on risque de se déplacer assez fortement, surtout sur des effets comme ça d'arbitrage sur des valeurs refuges ou des devises refuges comme le yen. Donc, on fera attention. Je pense que dans ces valeurs-là, des indices large spectre se feront pas nécessairement démonter, dans le sens où certaines valeurs, donc plutôt value, risquent d'être extrêmement recherchées, pendant que dans le même temps, certaines valeurs effectivement qui pondèrent beaucoup, certes, mais dont la valeur est un peu, risque de se prendre une tatane atomique. Et quand je parle de tatane atomique, je parle de trucs où tout le monde s'imagine que Tesla peut pas retourner sur tel et tel niveau de prix. En fait, elle y était il y a quelques semaines de ça, et pourtant, on n'a pas radicalement changé l'histoire de Tesla. Donc, faire attention, en fait. Tout est possible sur ces valeurs-là. Tout comme on disait, il n'y a pas de sommet, on peut aller où on veut. Quand le couteau tombe, il peut tomber très très fort. Donc encore une fois, faites très attention. Moi, il y a énormément de gens qui sont positionnés sur ces valeurs avec des effets de levier. Je sais comment la smart money fait quand elle veut virer des gens. Je veux juste vous prévenir que si vous essayez de rationaliser les baisses sur ces techs,
Si la baisse se poursuit, bien entendu, hein, pour l'instant on n'en sait rien, mais si ça se poursuit, ça va devenir de plus en plus con. Hein. C'est l'effet de la bulle, mais ça accélère à la vente avec une phase finale généralement assez rocambolesque à la hauteur des bêtises haussières. Donc quand je vois la hauteur de la bêtise haussière, je vous invite à rester un peu prudent sur ces valeurs-là. Les vendre à découvert, bon, moi je pense que c'est une bonne chose, mais ça peut se faire que si vous êtes expérimenté. Ça s'appelle vendre une bulle. Voilà, donc c'est très compliqué. Ne le faites pas si vous n'êtes pas expérimenté. Couvrez par contre les positions acheteuses sur les portefeuilles pendant cette phase un petit peu d'hésitation, mais je ne pense pas nécessairement qu'il faille céder à la panique. Au contraire, peut-être même, si vous avez gardé du cash comme c'est mon cas, commencez déjà à spécifier certaines valeurs sur lesquelles vous allez envisager des positionnements acheteurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, pardon. Donc commencez à se préparer doucement. Je vous avais fait une première émission sur mon positionnement spéculatif en pleine crise, donc premier achat d'un cycle économique. On va bientôt préparer le second, puisqu'il me semble qu'il arrivera, soit très prochainement, donc face à cette aspiration baissière potentielle, avec, comme je vous dis, le risque que ça se fasse éventuellement sous forme de flash crash. Le dernier remonte de mémoire 2015 ou un truc comme ça, je sais, ouais, oui, un truc comme ça. 2007, oui, il y avait la BNS 2015, on a eu le flash crash de 2010 et il y en a eu peut-être un entre-temps, je sais plus. Voilà, bon, donc bref, il est totalement possible que ces structures-là ressortent. En plus, on a tout le contexte et tout l'agglomérat pour faire ce genre de truc-là, tout un tas de traders particuliers, des effets de levier, des margin calls, des produits dérivés à exposition forte. Voilà, bon, il y a tout ce qu'il faut pour faire un petit... Hop, ça disparaît, on efface tout et puis on repart comme il faut. Juste quelques heures après, on ruine tous ceux qui se sont amusés à faire ça. Et puis, bah voilà. Et après, pour moi... une dumb money sur le banc de touche, en tout cas temporairement, avant qu'ils aient de nouveau de l'argent, je pense que ce sera des conditions que la smart money considérera comme beaucoup plus favorables pour des investissements à vision un petit peu plus large que ce qu'on a fait post-crise, qui était plus de dire, bon, bah, on va acheter parce que c'est quand même attractif, mais on ne sait pas trop où on va et on nage un peu dans la soupe. Voilà. Donc la soupe commence à se dissiper, on va dire le brouillard commence doucement à se dissiper. Mais voilà, moi reste le problème de ces aspects spéculatifs qu'il faut à mon avis écarter. Voilà. Donc je sais pas comment on le fera, mais je reste favorable à ça. C'est plutôt ce genre de panique là que je serais prêt à acheter dans un second positionnement de portefeuille. Allez, je m'arrête là parce que 27 minutes, je le vois, c'est beaucoup trop long, mais voilà, j'ai essayé d'être en rattrapage de ce qu'on a raté ces derniers jours et pourtant il y avait beaucoup à dire et essayer de préparer un peu pour les prochains jours où je risque de pas pouvoir être là non plus. N'oubliez pas la BCE demain, très important surtout sur la partie euro-dollar, même si comme je vous dis, pour moi, ce qu'il faut regarder activement en ce moment, c'est vraiment la partie USD-Yen. En tout cas, si vous vous posez la question de savoir si... alors déjà, il faut que les techs continuent, donc soit se stabilisent avant de reprendre la baisse, et surtout, donc pour notifier cet effet possible de contagion, surveiller l'USD-Yen, qui pour l'instant, pour moi, reste orienté à la baisse. Hein. Voilà. C'est très mou, mais ça reste orienté baissier. Pour l'instant, voilà. Donc, à surveiller, et sur ce, bah, je vous souhaite une agréable journée.